Donc, bonjour à tous, merci d'être avec nous ce matin pour ce webinaire consacré aux tiers-lieux à travers l'exemple du village de l'AFPA et du projet Forme un Cube. Ce webinaire s'inscrit dans une série de webinaires intitulés Carnet de projets, dont le but est de découvrir les projets d'expérimentation menés dans le cadre du pacte Auvergne-Rhône-Alpes d'investissement dans les compétences. Alors, j'en profite pour vous indiquer que pour suivre toute l'actualité du pacte régional, vous pouvez rejoindre notre communauté régionale sur la plateforme La Place. Je vous partagerai le lien juste après dans le chat. Voilà. Donc, je vais commencer par me présenter. Moi, je suis Julie Trier, je suis chargée de mission chez Via Compétences, qui est le CARIFOREF Auvergne-Rhône-Alpes. Et donc, je suis l'animatrice de la communauté que je viens tout juste d'évoquer. Alors, avec moi aujourd'hui, Nathalie Malatré, qui est la directrice du centre AFPA du Puy-en-Velay et de son village des solutions. Bonjour Nathalie. Bonjour. Et avec nous également, Bénédicte Pilot, chef de projet formation chez l'UKEA, et Stéphanie Quentin, copilote du Lab 01, qui travaille donc ensemble sur le projet Forme un Cube. Bonjour Bénédicte. Bonjour. Bonjour Stéphanie. Bonjour. Alors, dans l'air du temps, les tiers-lieux sont de plus en plus nombreux chaque année. Et d'ailleurs, en 2022, France Tiers-Lieux en recensait 3500 sur le territoire français. Donc, les tiers-lieux, il en existe de toutes sortes. On peut retrouver des tiers-lieux d'activité qui sont plutôt prisés par les travailleurs indépendants, les travailleurs nomades et autres freelances, des tiers-lieux ruraux conçus pour favoriser les synergies et les rencontres au sein de territoires, des tiers-lieux sociaux qui visent à favoriser les interactions autour de sujets comme l'économie sociale et solidaire, et encore les tiers-lieux d'innovation qui ont pour but de stimuler et de démocratiser l'innovation au sens large, etc., etc., et parfois même des mélanges de tout ça. En bref, ce qu'il faut retenir, c'est que les tiers-lieux, ce sont des lieux hybrides investis par divers profils, comme des associations, des artisans, des petites entreprises ou encore des apprenants, etc., etc. Et donc, la spécificité des projets que nous allons vous présenter ce matin réside dans leur volonté à rapprocher le monde des tiers-lieux d'un côté et celui de la formation. Donc, on va avoir le village de l'AFPA, qui s'inscrit dans un projet de transformation globale des centres de formation de l'AFPA, et de l'autre, Forme un Cube, un concept inédit qui allie un incubateur et une formation de référents numériques. Voilà pour cette petite présentation. Donc, sans plus attendre, je vais laisser la parole à Bénédicte, qui va nous présenter du coup le projet Forme un Cube. Alors, bonjour à tous. Donc, Forme un Cube. Moi, je fais partie de l'UKEA. C'est la partie formation du projet Forme un Cube. Forme un Cube, en fait, c'est une formation de référent numérique qui était ouverte pour 8 apprenants et qui s'est étalée sur 9 mois, et un incubateur ouvert pour 4 porteurs de projets. L'idée, c'était de proposer un terrain d'application à nos apprenants dans le numérique pour la mise en œuvre de leur projet, et pour nos porteurs de projets de se retrouver de les aider à booster leur projet en les invitant à travailler avec ces apprenants dans le numérique qui pouvaient venir du coup booster leur projet, donc soit travailler sur des sites web ou des éléments graphiques dans le cadre de la mise en place de leur activité. Ce parcours a duré donc 9 mois, de septembre 2000, alors on remonte dans le temps, j'essaye de ne pas me perdre dans les dates, on a commencé en septembre 2021, la formation a débuté en février 2022 et a pris fin en septembre 2022 également. Voilà. Merci. Alors, Nathalie, maintenant, est-ce que vous pouvez nous faire la présentation du village de l'AFPA? Alors, notre projet de tiers-lieu, Julie, c'est un petit peu tout ce que vous avez décrit quand vous avez parlé des différentes formes de tiers-lieu. L'AFPA s'est engagé depuis quelques années maintenant dans un vrai projet, dans une profonde transformation qui vise à transformer nos centres de formation en des tiers-lieux de l'insertion sociale et professionnelle au service de leur territoire et de l'ensemble de leurs acteurs, des entreprises, demandeurs d'emploi, collectivités, etc.
Donc, en fait, l'objet, c'est bien que par la synergie des acteurs qui sont présents sur nos villages, de pouvoir proposer une offre de service, une nouvelle offre de service, une nouvelle offre de formation complémentaire de celle qui existe déjà. Donc, nous avons la particularité d'être en même temps tiers-lieu et en même temps organisme de formation. Parfait. Alors, la seconde question va être la suivante. Quelles sont les modalités d'interaction entre la formation et les tiers-lieux? Et ben, on va commencer par vous, Nathalie, pour le village de l'AFPA. Alors, comme je vous le disais, ces modalités d'interaction, elles sont déjà facilitées par le fait que nous sommes donc en même temps ce tiers-lieu et l'organisme de formation. Alors, il y a plusieurs points qui pour nous ont été importants. Tout d'abord, nous plonger dans l'univers des tiers-lieux, qui n'est pas l'univers familier d'un centre de formation comme l'AFPA, nous a conduit à repenser, nous replonger aussi dans l'organisation de nos dispositifs de formation sous l'influence, en fait, en reprenant ces codes des tiers-lieux qui sont, voilà, on va pas, l'approche disciplinaire, le décloisonnement, l'agilité, le travail collectif et collaboratif. Et ces règles-là, on essaye progressivement de les appliquer dans nos dispositifs de formation. L'objectif, bien évidemment, c'est de pouvoir proposer du coup des organisations pédagogiques qui vont être proposées, une approche plus, je trouve pas mes mots, enfin plus propice, oui, plus propice aux échanges professionnels et aux échanges sociaux. Donc là, on retrouve vraiment tous les codes des tiers-lieux. Ensuite, bien évidemment, alors on a des interactions qui se sont mises en place dès le démarrage du projet et qui sont, on va dire, un peu plus classiques dans ce qui peut se passer. Un tiers-lieu avec des professionnels, c'est l'occasion pour des stagiaires en formation ou des bénéficiaires de dispositifs d'accompagnement de découvrir des nouveaux métiers, de découvrir une nouvelle manière de se former, de découvrir le monde de l'entrepreneuriat et dans une synergie complète. Et puis pour nos résidents artisans, c'est aussi l'occasion pour eux de se plonger dans le monde de la formation, de tutorer des jeunes et des moins jeunes et pourquoi pas devenir jury pour des sessions d'examen. Voilà, donc c'est aujourd'hui les pistes d'interaction qui s'amorcent, se développent et je suis sûre qu'il y en a plein d'autres qui vont apparaître, voire même peut-être à notre insu. Merci Nathalie. Donc effectivement, beaucoup de modalités d'interaction qui sont en train de se développer sur votre projet. Maintenant, on va parler du projet Forme un Cube. Stéphanie, est-ce que vous pouvez nous parler justement de ces modalités d'interaction entre la formation et le tiers-lieu? Oui, bien sûr. Alors, nous, on a la spécificité d'avoir deux structures à la base. Donc, l'UKEA, un cabinet spécialisé en pédagogie, et Lab 01, un tiers-lieu avec 200 mètres carrés d'espace de travail et d'échange, dans lequel on a déjà un certain nombre d'activités qui ne sont pas forcément liées à la formation, un espace de coworking, un Fab Lab, et des projets des porteurs de projets qui vont venir ici pour faire avancer leurs projets. Évidemment, des entreprises, des collectivités, on a un public très hétérogène. Et donc, ce qui est intéressant, comme tu disais Nathalie, c'est cette rencontre de deux mondes, celui de la formation avec peut-être, enfin, de manière traditionnelle, plutôt un cadre très rigide, avec beaucoup d'a priori aussi et de silos on imagine la formation plutôt avec des bancs d'école et une information descendante, alors que dans le tiers-lieu, avec la dynamique d'échange, de partage, d'apprentissage entre pairs,
on va se retrouver avec une souplesse beaucoup plus importante au niveau des dispositifs et, comme tu disais Nathalie, aussi une mixité des publics qui vont permettre de pouvoir répondre à des problématiques de territoire. On va vraiment pouvoir élargir le champ d'action qu'on peut avoir dans un organisme de formation qui va être fermé. Je ne sais pas si tu veux compléter, Bénédicte. Oui, au niveau de l'interaction, c'est vrai que du coup, finalement, c'était l'envie déjà pour chacune des deux structures de pouvoir justement s'enrichir de nos pratiques respectives, c'est-à-dire de voir dans quelle mesure on pouvait s'apporter l'une l'autre. Et ça nous demande aussi beaucoup d'échanges et beaucoup de dialogue, en tout cas, pour comprendre le point de vue et la manière de faire de l'autre, mais qui sont extrêmement riches, en fait, en tout cas en termes d'impact dans ce qu'on peut mettre en place. Oui, c'est important de retenir ça. Je pense que l'interconnaissance des métiers dans cette relation est importante pour pouvoir avancer ensemble. On a forcément à la base des contextes et des environnements très, très différents. Et donc, il y a vraiment un travail de connaissance mutuelle de chacun des univers pour arriver à converger vers un univers commun. Alors, merci Stéphanie. Du coup, je vous propose de passer à la question suivante, qui est justement quel est le bénéfice de ce décloisonnement. Et bien Stéphanie, toujours, je vous propose de poursuivre sur votre lancée. Du coup, c'est vrai que le fait de s'être rejoint et d'avoir convergé nous a permis évidemment de mutualiser les moyens, de mutualiser les coûts, mais c'est aussi, alors ça c'est le côté très pratico-pratique, voilà, on mutualise les ressources aussi. Oui, c'est très logistique. Voilà, mais c'est pas que ça, je pense, les bénéfices du décloisonnement, c'est aussi toute la créativité qu'on va pouvoir faire ressortir de ces interactions. C'est aussi beaucoup de dynamisme, c'est la mixité des publics, j'en ai parlé déjà tout à l'heure. C'est aussi pour les publics d'apprenants la possibilité de se retrouver dans des situations réelles face à des environnements qui sont beaucoup plus proches de la réalité que ce qu'on peut avoir dans un organisme de formation classique avec une salle de classe. Là, on se retrouve vraiment avec des publics qui correspondent aux publics qu'on peut trouver finalement dans la vraie vie. Et donc, ça change beaucoup de choses et ça apporte énormément de richesse dans les apprentissages. J'ai juste complété en disant, je pense que ça permet surtout d'avoir une réponse qui est un petit peu plus transverse et plus globale sur certaines problématiques, parce que justement, on a différentes perspectives et différents points de vue. Là, on pourrait rester chacun sur nos prismes si on abordait les choses de manière séparée. Donc, c'est-à-dire que si un apprenant rencontre une problématique ou même quand on a imaginé les activités d'apprentissage, c'est vrai que du coup, ça nous a permis de les aborder de manière, avec une vision un peu plus haute que si on était resté seul dans notre coin. Merci à toutes les deux. Nathalie, du coup, je vous propose à votre tour de nous parler des bénéfices de ce décloisonnement pour le village de l'AFPA. Alors, le décloisonnement, tout à fait dans la lignée de ce que vous venez d'évoquer, c'est d'abord le décloisonnement, alors on va dire pratico-pratique bien évidemment, le décloisonnement entre les métiers et les savoir-faire, que ce soit pour les résidents ou pour nos stagiaires en formation, qui vont du coup travailler, se former au contact d'autres professionnels qui sont ceux, et ça c'est très important bien évidemment pour les stagiaires, et on travaille, je ne l'ai pas dit, mais dans les formations dans les métiers du bâtiment, où un plaquiste, il doit savoir travailler avec un plombier, avec un électricien, et dans la vraie vie, c'est comme ça que ça se passe. Donc, si on commence en formation, c'est mieux. Mais là où nous, vraiment, en tout cas, là où c'est très important pour nous, c'est le décloisonnement des publics. Et aujourd'hui, en tout cas, quand on est sur un lieu qui, certains jours, grouille, et grouille de gens avec des profils. Alors moi, je dis, c'est toujours
En fait, notre village, c'est le lieu des rencontres improbables et sur une même journée, on peut retrouver les habitants de la petite commune de Saint-Germain-la-Prade sur laquelle on est installé, qui viennent qui viennent organiser des ateliers repair avec des bénévoles. C'est des jeunes qui sont accompagnés par la Fondation FACE pour découvrir des métiers et le monde de l'entreprise. On l'a dit tout à l'heure, un demandeur d'emploi qui est en stage, en immersion professionnelle auprès d'un des artisans de la manufacture et des travailleurs indépendants qui sont accompagnés, bénéficiaires du RSA, qui sont accompagnés par une structure qui s'appelle Germinal, qui se retrouvent au contact de professionnels qui vont les aider à sécuriser leur activité, etc. etc. Et c'est aujourd'hui, tout ça permet des parcours qui ne se seraient pas faits dans une vie plus normée, on va dire. Et je prends toujours l'exemple d'un jeune réfugié qui était présent sur une formation FLE qu'on accueillait sur le site, parce que voilà, on accueille aussi d'autres organismes de formation à venir tenir des formations sur notre site qui rencontre une entreprise qui est installée sur le site et dans lequel il vient faire une immersion pour venir voir ce que c'est que les métiers la construction des fameux cyclos debout. Et puis, ça a débouché sur une poursuite de formation, un contrat de pro, etc. Et ces trois acteurs-là ne se seraient jamais rencontrés s'ils n'avaient pas pris un moment, s'étaient retrouvés sur le parking à discuter, peut-être en fumant une cigarette, mais voilà. Donc, c'est ce décloisonnement-là qu'on va poursuivre en élargissant encore ces publics et ces opportunités de parcours pour aller chercher les plus éloignés de l'emploi, parce que ça reste quand même notre objectif. Merci Nathalie. Bénédicte et Stéphanie, est-ce que vous voulez peut-être rebondir sur ce qu'a dit Nathalie avant qu'on passe à la question suivante? Oui, c'est vrai qu'effectivement, si on prend le cas de notre projet, on a amené à se rencontrer donc des entrepreneurs avec des personnes qui relevaient plutôt effectivement de public PIC, qui normalement se seraient jamais croisés dans une situation de formation. Et en fait, c'était vraiment très bénéfique pour eux pour les deux, en fait. C'est-à-dire que les entrepreneurs au contact de ces apprenants se sont retrouvés dans des situations qu'ils n'auraient peut-être pas vécues dans un schéma d'incubation classique, ce qui les a amenés en fait en 9 mois à vivre peut-être quelque chose. Dans une vie d'entrepreneur, on vit peut-être en 2 ans, je ne sais pas, mais en tout cas, ça a multiplié les occasions et les situations. Et pour nos apprenants, ça les a vraiment amenés à sortir un peu de leur zone de confort et à travailler vraiment sur toutes leurs compétences humaines, donc sur tout ce qui était soft skills, et vraiment à progresser dessus, que ce soit sur des pans de communication, etc. Donc c'est vrai que ça a été extrêmement riche de pouvoir les faire se rencontrer. Et puis comme la formation avait lieu en partie dans le tiers-lieu, c'était aussi l'occasion sur des temps un peu off, des temps de repas, etc., de croiser d'autres types d'acteurs qui sont adhérents et qui viennent sur le tiers-lieu, les rencontrer au cours d'un déjeuner. Donc, ils pouvaient croiser un chef d'entreprise et entendre ses problématiques. Ça les a vraiment motivés, en tout cas, et ça les a amenés aussi à avoir peut-être des fois des points de vue différents de ce qu'ils pouvaient avoir en arrivant, en tout cas. Oui, c'est très intéressant d'entendre Nathalie parler de ce qu'on vit finalement au quotidien. On se rend compte que vraiment le tiers-lieu, c'est le lieu des rencontres improbables. Et je trouve qu'effectivement, c'est quelque chose qui… c'est un espace qui permet ça, aussi parce que c'est un espace informel. Et que le fait que ce soit informel, ça rend possible des rencontres qui auraient été compliquées dans d'autres situations. Ici, un chef d'entreprise va parler avec un jeune étudiant ou avec une personne qui va chercher un emploi. Enfin, c'est pas rare d'avoir des gens qui disent « Ah, mais c'est incroyable, je pensais pas que je trouverais telle compétence ici ou que je pourrais échanger avec telle personne-là. » Voilà, c'est vraiment, je pense, ces espaces qui permettent la facilitation de ces rencontres.
Merci. Alors du coup, on va passer à la question suivante qui est en quoi le tiers-lieu est-il lui-même un lieu apprenant? Euh, Nathalie, est-ce que vous pouvez nous éclairer sur cette question? Je crois qu'on en a déjà un petit peu parlé. On a parlé de formel et d'informel. Aujourd'hui, le lieu, il est apprenant. C'est surtout au travers enfin, nous, notre lieu, il est apprenant surtout au travers de toutes ces pratiques informelles. C'est un lieu de rencontre, on l'a dit, de convivialité, d'expérimentation, de mise en place de projets communs. Et aujourd'hui, on a, comme un certain nombre de porteurs de projets, travaillé sur nos mesures d'impact. Et aujourd'hui, une grande majorité des résidents qui sont là, interrogés dans le cadre de la mesure d'impact, nous disent être montés depuis leur présence, être montés en compétences, dans leur secteur d'activité par les espaces et les équipements qu'on met à leur disposition et par la rencontre avec d'autres résidents qui ont la même activité, mais aussi de monter en compétence sur d'autres compétences que leurs compétences de base, être monté en compétence sur la fabrication numérique et avoir créé ces interactions avec d'autres professionnels. Donc, ça, c'est pour nous déjà un signe qu'il y a quelque chose qui fonctionne et que le lieu répond à ces attentes. Et puis, le lieu est apprenant aussi parce qu'il nous permet, avec les acteurs qui y sont présents, donc nous, centres de formation, avec les acteurs de cette manufacture, de pouvoir proposer des parcours d'apprentissage et des parcours pédagogiques qui sont différents. Voilà, vous évoquiez tout à l'heure les bancs de l'école. Alors, à l'AFPA, on n'est jamais sur les bancs de l'école, mais on est sur un plateau de formation, dans un atelier. Et là, on peut proposer autre chose et on peut proposer avec d'autres acteurs. Et voilà, et ça nous permet de monter des formations actions ou des formations projets, enfin, voilà, et de toucher donc des publics soit très éloignés de l'emploi, soit des jeunes, parce que tout ça donne peut donner, en tout cas c'est le pari qu'on fait, une autre appétence à ceux qui auraient du mal à venir. Ouais. Merci Nathalie. Alors, du coup, Bénédicte, est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'il en est, vous, de votre côté? Est-ce que vous pouvez observer justement sur ce tiers-lieu apprenant? Oui, alors on a fait le choix que ce soit moi qui réponde à cette question, alors que ce n'est pas forcément moi qui devrais y répondre, mais ça nous plaisait beaucoup dans l'idée. Non, moi, je pense qu'il y a 3 mots-clés qui caractérisent le tiers-lieu, qui expliquent en partie pourquoi, en tout cas, moi, je suis venue vers cet espace au départ et qui font que ça me fonctionne bien. Il y a des éléments qui sont propres au tiers-lieu, qui sont vraiment liés au fait qui sont liés au partage et au fait de pouvoir faire ensemble. C'est-à-dire que c'est un lieu très apprenant parce que la richesse des rencontres fait qu'on est tout le temps dans une certaine forme d'apprentissage qui n'est pas hyper formelle, mais le fait de pouvoir rencontrer différentes personnes et de se retrouver sur un sujet spécifique, hein, ça peut être une thématique, peu importe la thématique, et d'avoir différents points de vue fait qu'on est tout le temps en train d'apprendre quelque chose de nouveau d'une autre manière ou de pouvoir tirer un enseignement en discutant avec quelqu'un qui aurait des pratiques similaires, enfin un métier similaire au nôtre mais qui fait différemment. Donc il y a ce premier élément. Le second, je pense que c'est la nature même du lieu, c'est-à-dire que le fait que ce soit un espace ouvert, facilement accessible, là où si je devais comparer par exemple avec un schéma classique d'un centre de formation qui a l'air, il y a une certaine formalisme qui fait qu'on ne va pas facilement y aller, mais là voilà, on est dans le tiers-lieu, là ici tout est ouvert, on fait la vidéo, tout le monde l'entend, tout le monde le voit, vous avez peut-être même l'écho de ce qui se passe dans la salle des fois, mais en tout cas du coup ça favorise aussi, je pense, ça permet d'ouvrir un peu les portes et d'aller aller voir la personne qui est en face, voir ce qu'elle fait. Et puis il y a une certaine culture en fait du test-essai, c'est-à-dire on ne va pas essayer d'imaginer quelque chose de manière hyper perfectible, on va essayer, c'est-à-dire ok, si on a une idée, on va essayer de la pousser au bout et de la faire par petits pas, ça ne fonctionne pas, on réajuste et on y va, là où peut-être parfois on va essayer d'avoir un truc
hyper parfait dans d'autres sphères. Et donc, moi, en tout cas, c'est ce que je trouve très apprenant dans ce lieu. C'est ce qui m'a amené au tout départ ici, parce qu'avant qu'on se mette à travailler ensemble, je côtoyais déjà le lieu. Et je trouve que c'est vraiment très apprenant. Et c'est des éléments qui sont souvent qualifiés de novateurs en formation, alors qu'en fait, c'est très ancré, très marqué en fait, dans cet espace. Merci Bénédicte. Du coup, Nathalie, est-ce que vous avez envie de réagir à ce que viennent de dire Bénédicte, ou on peut passer à notre dernière question? Écoutez, on peut passer à la dernière question. Allez. Eh bien, vous en avez parlé d'ailleurs au tout début de votre réponse à la question précédente. Vous êtes en train de faire la mesure d'impact et le bilan des projets. Est-ce que vous pouvez nous parler des résultats que vous avez observés? Nathalie, je vous laisse commencer. Alors, les résultats, effectivement, alors c'était très, très intéressant de faire cette mesure d'impact en tout cas, qui nous conforte dans le projet et dans sa poursuite. Si on l'a traduit en quelques chiffres, du côté du tiers-lieu et de la manufacture, c'est 85% de résidents qui sont satisfaits et qui, pour une grande majorité, pour 70% d'entre eux, sont là depuis plus d'1 an. Donc, un taux de rotation, on va dire, qui est très, très bas. Donc, voilà. Même si, comme dans tous les tiers-lieux, ça rouscaille beaucoup parce qu'il y a plein de trucs qui ne vont pas, en même temps, on reste parce qu'il y a d'autres avantages dans cette communauté. Tous aujourd'hui expriment le fait d'avoir, par leur présence, amélioré leurs conditions de travail avec plus d'espace, plus d'équipement, on l'a dit tout à l'heure, de l'accès à la fabrication numérique, de la collaboration avec des projets, avec d'autres sur des projets, de la montée en compétences. On en a déjà bien parlé. Et pour 3/4 d'entre eux, leur présence leur a permis de créer ou de pérenniser leur entreprise. Donc, c'est déjà un chiffre pour nous très satisfaisant. La moitié, on les a interrogés également sur le fait de la collaboration. Les 3/4 d'entre eux ont collaboré à un moment ou à un autre avec soit on va dire la partie formation de l'AFPA, donc soit avec nos formateurs ou nos stagiaires, soit entre eux pour mettre en place de nouveaux projets. Du côté, si on se place maintenant du côté des stagiaires de la formation professionnelle, l'effet de ces nouveaux dispositifs repensés, alors bon, c'est difficile de faire un lien direct, mais en tout cas, nous, on constate sur nos résultats qu'on est sur 94% de réussite au titre professionnel et sur un taux de placement à l'emploi qui est de 70% à l'issue de la formation ou dans les 3 mois qui suivent. Ce qui, par rapport à nos chiffres, ce qui est supérieur en fait aux chiffres, on va dire, normaux qu'on peut avoir sur les suites de parcours de nos stagiaires. Donc oui, les résultats, ils sont là au niveau quantitatif, au niveau qualitatif. Je l'expliquais tout à l'heure, voilà, des parcours comme celui que j'ai décrit, on a plein d'autres histoires comme ça qu'on pourrait raconter et j'espère qu'on en aura encore plein d'autres. Et puis, ce qui était important pour nous dans ce projet de transformation de l'AFPA, ce projet nous a permis de gagner une nouvelle notoriété sur le territoire et d'être reconnu aussi comme un lieu où on pouvait innover, expérimenter, où on pouvait venir tester une idée, tester une alliance d'acteurs pour créer des nouveaux projets. Des fois, on arrive au bout, des fois, on est obligé d'abandonner en route, des fois, ça se transforme en autre chose, mais en tout cas, l'idée de se dire que si on vient taper à la porte du village des solutions de l'AFPA, on va avoir du coup une communauté d'acteurs prêts à réfléchir ensemble pour créer une nouvelle offre au service du territoire. Et banco, on y va, on continue, j'espère pour longtemps. Merci Nathalie. Stéphanie,
Est-ce que vous pouvez du coup nous parler des résultats que vous avez observés et de l'étude d'impact, du bilan que vous êtes en train de faire euh, sur le projet? Oui, alors déjà, si on peut, on va peut-être mettre le lien vers la page d'impact dans le chat, là, comme ça, si vous avez envie d'aller jeter un œil, Ouais. vous pourrez. Ce qu'on peut dire de manière générale, c'est que, bon, évidemment, les résultats ont été aussi très positifs, mais ce qu'on note, finalement, ce n'était pas là où on s'attendait à avoir autant de résultats positifs qu'on en a eu. La formation était sur le numérique, et donc on voit qu'au niveau du numérique, effectivement, les personnes sont satisfaites, mais c'est surtout sur le savoir-être des apprenants qu'on a des résultats qui dépassent ce qu'on avait imaginé en termes de satisfaction. On se rend compte qu'avec ce système-là, les apprenants ont vraiment progressé sur leur capacité à se faire confiance, à prendre des initiatives. C'est vraiment des transformations visibles. On a même pu l'observer, nous, Physiquement, ouais, des fois. physiquement. Oui, c'est ça. C'est qu'on a des personnes qui sont arrivées très réservées, très centrées sur elles-mêmes, qui se sont complètement épanouies. Enfin, clairement, on a pu le voir sur leur posture, leur façon, leur relation aux autres. Et c'était assez chouette de voir qu'en l'espace de 8 mois, on redécouvrait des personnes qu'on avait du mal à cerner à leur arrivée. Donc ça, c'était très chouette pour nous de voir ça. On a, donc oui, le pourcentage d'apprenants qui déclarent avoir amélioré leur estime de soi grâce au dispositif, c'est 75%. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme… Ouais, on a 88% qui osent prendre la parole ou s'exprimer en public. Alors, ça paraît anodin, mais c'était des petites choses, en fait. Ouais. Enfin, ça peut être vraiment juste exprimé dans un groupe de 5 personnes, en petit comité, et d'oser interagir dans le groupe. Donc, en fait, ça paraît petit comme pas, mais c'est des grandes victoires pour eux, finalement. Juste que je descende. Oui, alors après, par rapport aux porteurs de projets, on a aussi eu des résultats très positifs, puisque l'ensemble des porteurs de projets a déclaré avoir développé leur activité grâce au dispositif. Ils ont pu aussi développer leurs compétences relationnelles au travers des échanges dont on a parlé. Ils ont travaillé évidemment, alors que ce n'était pas l'objectif de l'incubation à la base, mais toute la partie numérique au travers de leur relation avec les apprenants. Ils ont pu aussi, du coup, découvrir cet univers du numérique associé au développement de leur activité. Donc, on a vraiment eu un échange gagnant-gagnant sur l'ensemble des participants, et aussi sur nous, notre coordination, le fait de travailler ensemble. On l'a déjà évoqué, mais ça a été vraiment très riche aussi pour nous d'apprendre à travailler en mélangeant nos univers. Oui, conjointement, de voir d'autres manières de faire. Et puis, en tout cas, c'est assez riche pour, je pense, de manière respective, même nos pratiques, pour les faire évoluer. Donc voilà. Merci à toutes les deux. Même merci à toutes les trois, en fait. Merci Nathalie, merci Stéphanie et merci Bénédicte d'avoir répondu à mes questions et de nous avoir éclairés sur vos 2 projets. Nous avons quelques minutes pour répondre aux questions que vous pouvez avoir. Donc, n'hésitez pas à les inscrire dans le chat. En attendant, je me disais, Nathalie, vous parliez juste avant que vous aviez plein d'autres belles histoires de rencontres et d'échanges qui se sont passés au village de l'AFPA. Est-ce que peut-être, en attendant qu'on ait une ou deux questions qui arrivent, vous pouvez peut-être nous en raconter une autre, excusez-moi, je vais y arriver.
Je pense aussi, parce que ça a été un des premiers finalement à faire le lien entre notre activité de formation et le tiers-lieu et la manufacture, à un monsieur qui s'appelait Vincent, qui était une personne qui était en reconversion et qui souhaitait alors qui venait des milieux de l'informatique et qui souhaitait se reconvertir dans les métiers du bâtiment et monter son entreprise monter une entreprise multiservice. Donc, il est venu suivre chez nous une formation d'agent de maintenance du bâtiment. Et pendant son parcours de formation, il a pu du coup bénéficier d'un abonnement de résident à la manufacture dans lequel du coup il allait le soir et il a pu, en même temps du coup que son parcours de formation, s'initier aussi à la création de son entreprise avec d'autres. Donc, vous évoquiez comme, voilà, comme ça, ces rencontres permettaient de se rassurer, de se confronter. Et on a eu de ces nouvelles il n'y a pas très longtemps et il est reparti, du coup, son projet était en Ardèche. Il est allé créer son entreprise en Ardèche et il a embauché son deuxième salarié voilà, en début d'année. Donc, je dirais que là, du coup, les deux, l'aspect formation, l'aspect manufacture, lui a certainement permis d'aller plus vite par rapport à son parcours d'installation. Il a pu en même temps se former, en même temps tester. Quand il est sorti, il était prêt. Voilà. Et puis, c'est tout cet informel dont on a beaucoup parlé, tout cette, voilà, qu'il faut animer, qu'il faut animer pour qu'il existe. Merci Nathalie. Alors, on a Valérie Sapp qui nous demande comment obtenir les coordonnées de ces projets sur la région Aura. Peut-être qu'on peut demander à Nathalie, à Bénédicte et à Stéphanie de noter leurs coordonnées éventuellement dans le chat. Voilà, pour que vous puissiez prendre contact avec elles. Je ne vois pas d'autres questions pour le moment. Je ne sais pas si l'une de nos intervenantes a envie d'ajouter quelque chose. Non, j'étais en train de penser à ce qu'a dit Nathalie. Effectivement, je pense que le côté ça va plus vite. Il y a quelque chose qui est de cet ordre-là, en fait, dans le fait de mélanger, de décloisonner, d'hybrider les dispositifs. C'est qu'effectivement, comme on est confronté à plus de situations de vie, enfin où on est confronté voilà, dans différentes sortes, on a des apprentissages qui sont extrêmement rapides. Je donnais l'exemple tout à l'heure avec les entrepreneurs, c'est qu'en 9 mois de parcours d'incubation, ils ont vécu des choses où, alors je faisais le parallèle parce que j'ai créé ma structure il y a quelques années et c'était de me dire, mince, moi il m'a fallu vachement plus de temps pour avoir ce type de situation. Donc effectivement, ça fait que ça va très très vite et je pense que c'est extrêmement formateur pour le coup. Moi, je veux bien compléter sur un aspect aussi. La formation dans le tiers-lieu ou à proximité du tiers-lieu, c'est aussi pour des publics qu'on a du mal à faire rentrer en formation, pour des raisons diverses et variées, parce que c'est en même temps l'artisan qui est tellement pris dans son activité qu'il n'a pas le temps de se former, que celui qui a le demandeur d'emploi très, très éloigné de l'emploi, qui n'ose pas mettre le pied dans un centre de formation, et du coup mettre le pied dans un tiers-lieu. Dans un tiers-lieu, nous, c'est un tiers-lieu de fabrication, donc il n'est pas intimidant, en fait. Et ça permet d'accompagner, voilà, de proposer des parcours, des bouts de formation ou une première sensibilisation à la formation qui, on l'espère, donneront envie de poursuivre. Et là, par exemple, on est en train de travailler avec 2 projets qui sont des projets de territoire, l'un avec la régie de quartier, avec des travailleurs
pour de la fabrication d'objets qui seront ensuite vendus par la régie de quartier. On va donc former des travailleurs en insertion à un petit bout de menuiserie, hein, mais voilà, peut-être ça va donner l'envie d'aller plus loin. Et puis, on travaille avec le projet Territoire zéro chômeur du Puy sur aussi de la création d'activités pour les salariés de l'entreprise à but d'emploi de Territoire zéro chômeur. Et c'est des publics qu'aujourd'hui, on ne peut pas faire venir dans les organismes de formation comme ça. Merci Nathalie. Alors, on a une question d'Inès de Weaver qui nous demande quel financement interlocuteur pour ce type de projet, innovation pédagogique, face à face pédagogique, plus tiers-lieu, plus lien social, intégration. Est-ce que qui est inspiré pour répondre à la question? Allez. Il y a un appel à projet qui aujourd'hui est encore en cours jusque septembre, fin septembre, je crois, ou début septembre. Qui s'appelle Définov, qui est un appel à projet donc national, mais qui est décliné dans chaque région, donc y compris dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, et qui justement vise la formation dans les tiers-lieux. Donc, il est possible. Je mets le lien du coup dans le chat parce que j'avais prévu d'en parler juste après, donc ça tombe bien. Voilà. Après, je pense que ça dépend aussi des interactions parce qu'effectivement, il y a ce projet qui est complètement balisé pour. Et après, je pense qu'en étant plusieurs autour d'une table, et avec un peu de temps, on peut trouver aussi avec un peu de temps. Non, je pense que justement, le fait d'être deux, ça peut ouvrir aussi les opportunités de financement. Ça demande un peu d'ingénierie. Et on peut en trouver du côté de la formation professionnelle en fonction du projet qu'on met derrière ou peut-être du côté des tiers-lieux, je connais moins, donc je ne sais pas, mais en tout cas, je pense que l'avantage de ce type de projet, c'est que ça ouvre peut-être la voie à différentes sources de financement. Donc, il y a les appels à projets qui aident beaucoup et puis après, ça peut être très créatif, je pense aussi, si on réfléchit un petit peu. Oui, moi, je vais dans le même sens. Effectivement, on voit que les financements, quand on propose des choses innovantes, on arrive à trouver des bouts de financement à droite, à gauche, auprès d'une fondation, auprès d'une association, auprès d'une collectivité. Voilà. Et puis, il ne faut pas oublier que aujourd'hui, on a tous des droits à la formation. Et nous, en tant qu'organisme de formation, c'est vrai qu'on est obligé d'avoir cette dextérité à aller chercher les financements là où ils existent, auprès des OPCO, auprès des individus. On peut, nous, on accompagne aujourd'hui les porteurs de projets qui viennent nous voir en disant, ben voilà, on voudrait bien ça, à aller chercher les financements qui sont les plus adéquats. Bon, ça ne marche pas à tous les coups, hein, mais effectivement, on peut aussi, par ces réseaux d'acteurs, là, nous qui sont différents, aller chercher des financements, des sources de financement qui ne sont pas nos financements habituels. Merci Nathalie, merci Bénédicte et merci Stéphanie d'avoir répondu à cette question. Je vous propose de nous arrêter là parce qu'il est 11h43. Donc, pour terminer, je voulais quand même vous reparler de la place. N'hésitez pas à nous rejoindre sur notre communauté du Pacte Auvergne-Rhône-Alpes. Je vous ai mis le lien tout à l'heure dans le chat. Ça vous permettra vraiment de suivre toute l'actualité des projets qui sont soutenus dans le cadre du Pacte Auvergne-Rhône-Alpes. Je voulais vous parler de l'appel à projet tiers-lieu formation Définov. Donc, on vient de le faire. Donc, je n'ai pas besoin d'aller plus loin là-dessus. Donc, juste, voilà, il est ouvert jusqu'au 1er septembre. Et donc, il est porté par la région en partenariat avec la DRET et l'ANCT. Et donc, je vous ai mis le lien dans le chat juste avant. Et donc, pour terminer, nos prochains webinaires, donc là, les carnets de projets comme ce format-là reviendront à la rentrée. Et en attendant, nous avons une webconférence qui est organisée par Via Compétences qui s'appelle « Engager les publics vers l'emploi et la formation en 2023 » qui aura lieu donc le 29 juin à 10h avec un expert, André Chauvet, et des témoignages de porteurs de projets du pacte, donc des saveurs et des ailes, et le pick-up tour. Et je vais vous mettre tout de suite le lien pour s'inscrire à ce webinaire
dans le chat. Sur ces bonnes paroles, je vous remercie à tous. Merci à mes 3 intervenantes d'avoir pris le temps ce matin de partager leurs témoignages sur leur tiers-lieu. Merci à tous et puis je vous souhaite une très bonne fin de journée. Merci, au revoir. Merci, au revoir.